Bonjour, alors aujourd'hui on va faire la suite de la problématique de l'identification d'une espèce chimique en prenant l'aspect expérimental. Donc on est dans l'identification expérimentale, les façons de faire pour identifier expérimentalement une espèce chimique. Alors, donc, on avait préalablement vu un certain nombre de caractéristiques pour identifier les espèces chimiques. Très important de les avoir vues, ces caractéristiques, car on va voir que finalement, pour identifier expérimentalement une espèce chimique, eh bien, on fonde le principe de ces identifications sur les caractéristiques, certaines des caractéristiques de ces espèces chimiques. Alors, on va d'abord voir la problématique de l'identification des espèces chimiques dans le domaine expérimental. Donc, on va aller voir ça ici. Alors, voilà notre plan de travail pour être assez complet. Alors, on va voir d'abord qu'il est possible d'identifier une espèce chimique en mesurant une grandeur physique telle que celle que nous avons vue préalablement, comme par exemple une température de changement d'état, comme une masse volumique, et mesurer donc ces grandeurs physiques-là, et puis les comparer à des valeurs qu'on a en référence. Donc, commençons par une température de changement d'état. On va finalement disposer d'outils extrêmement bien conçus, comme par exemple le banc au flair. Alors, le banc au flair, c'est une plaque chauffante, mais une plaque chauffante extrêmement particulière, car en fait, elle chauffe plus ou moins. À droite de cette plaque, eh bien, on est encore relativement froid, et puis quand on va pousser notre espèce chimique le long de cette plaque chauffante, donc de la droite vers la gauche, eh bien, on va lui faire subir une augmentation de température. Évidemment, dans ces conditions-là, on sait bien qu'il y a des possibilités, évidemment, tout va dépendre des valeurs de température de fusion de l'espèce chimique en question, mais il est possible que, alors que l'on a mis une poudre de corps à l'état solide au départ sur une faible température, et bien au moment où on va faire franchir des paliers de température à cette poudre, et bien il va y avoir une fusion. Alors l'idée, c'est de repérer lorsque l'on pousse donc la poudre encore à l'état solide vers la gauche, vers les grosses températures, et bien l'idée c'est de ne pas aller trop vite et de voir exactement le moment où il y a fusion. Ça se passe sur le banc, donc à la température de fusion. Quand la température de fusion est atteinte, eh bien on voit la fusion des premiers grains. Du coup, on abaisse un petit curseur pour préciser l'endroit où ça s'est fait, et on n'a plus qu'à lire à la pointe de cette aiguille-là, on n'a plus qu'à lire la température de fusion sur une échelle graduée. Évidemment, une fois qu'on a cette température de fusion expérimentale, il suffit de la comparer aux valeurs de référence, et on voit si oui ou non on avait entre les mains une espèce chimique qui coïncide à celle que l'on pensait être la bonne. Alors voilà pour une première technique, vérification donc de la température de fusion. On peut aussi utiliser une caractéristique sur laquelle on a beaucoup travaillé, la masse volumique d'un corps, dont on sait que c'est le rapport, c'est une grandeur quotient, c'est le rapport d'une masse sur un volume. Alors pour un échantillon, donc la masse d'un échantillon sur le volume de l'échantillon. Alors là, on peut imaginer beaucoup de stratagèmes pour arriver à cela. Évidemment, pour déterminer la masse, on pense tout bêtement, en ce qui concerne le corps ici représenté par un solide bleu et rouge, eh bien on va faire une pesée, ce qui va nous donner la masse M. C'est parfois pour la détermination du volume que ce n'est pas simple. Là, on va simplement utiliser une éprouvette graduée et on va mesurer la différence de volume avec et sans
le corps. Encore faut-il que le corps ne soit pas soluble dans le liquide qu'on utilise, c'est souvent l'eau, mais à cette condition-là, hein, si le corps n'est pas soluble, eh bien il ne va pas se dissoudre et du coup on va pouvoir par soustraction obtenir le volume de l'échantillon. On aura donc la masse de l'échantillon, le volume de l'échantillon. Il sera donc facile de faire le rapport M sur V pour reconstituer la masse volumique, et là encore, il faudra comparer cette estimation de la masse volumique à une valeur de référence. Autre possibilité, faire des tests chimiques. Alors les tests chimiques, il en existe beaucoup, hein. On va peut-être rappeler les plus courants, les plus connus. Quand on veut tester et voir si un liquide est de l'eau, eh bien on peut penser utiliser du sulfate de cuivre anhydre. On met ce liquide à tester au contact du sulfate de cuivre anhydre, et si c'est de l'eau, eh bien le sulfate de cuivre anhydre qui est blanc devient bleu. On ne va pas tout citer dans ce tableau, on en trouve beaucoup, hein, des rappels de tests chimiques, mais on connaît bien aussi le test du dioxyde de carbone, donc le gaz CO2, qui est facile à tester avec l'emploi de l'eau de chaud. Hein. On fait barboter le gaz qu'on a identifié dans l'eau de chaud, et si l'eau de chaud se trouble, eh bien il s'agit effectivement du CO2. Donc voilà pour la possibilité de faire appel aux tests chimiques pour identifier un corps. Et enfin, pour finir, on va parler de la chromatographie, qui peut permettre également des identifications. Alors, d'abord, la chromatographie, elle est basée sur la capillarité. Hein, ici, on voit par exemple un morceau de sucre qu'on trempe, on trempe l'extrémité dans le café, et on voit le café qui monte par capillarité dans le morceau de sucre. Alors c'est pas tout, la chromatographie est fondée aussi sur la solubilité. Alors la solubilité, on l'a vu, c'est cette propriété qu'ont des espèces chimiques de pouvoir se dissoudre dans un solvant. Donc la solubilité, on l'a déjà vu, donc lorsqu'on s'est demandé quelles pouvaient être les caractéristiques sur lesquelles on se base pour caractériser une espèce chimique, donc les températures de changement d'état, masse volumique et densité, et dernière ligne du tableau sur lequel on avait travaillé, on le voit, c'est la solubilité. Et on voit que, par exemple, ici, on prend l'exemple de l'aspirine, hein, un comprimé d'aspirine qu'on cherche à dissoudre, on appelle ça le soluté, dans un liquide, on appelle ça le solvant. Et bien par exemple, si on prend le cas de l'aspirine qu'on cherche à dissoudre dans de l'eau, eh bien la solubilité de l'aspirine dans l'eau n'est pas formidable, hein. Seulement, pour 1 litre d'eau, seulement 4,6 grammes pourront être dissous. Alors que si vous prenez 1 litre d'éthanol, eh bien vous pourrez dissoudre 200 grammes d'aspirine. Donc la solubilité, c'est ça, c'est cette valeur en grammes par litre qui vous permet d'avoir une idée de la capacité d'une espèce chimique à se dissoudre dans un solvant. Alors, ramener à la chromatographie, c'est tout à fait simple à comprendre. Lorsque vous allez avoir votre solvant qui va grimper, non pas dans un morceau de sucre, mais enfin, bon, par capillarité, il suffit qu'il y ait une espèce chimique qui soit sur le morceau de sucre, là, si on prend cette comparaison-là, et on va voir le solvant entraîner l'espèce chimique, si cette espèce chimique est soluble, hein, si cette espèce chimique est soluble dans le solvant que vous avez utilisé. Évidemment, il entraînera, le solvant qui monte par capillarité, entraînera l'espèce chimique d'autant plus haut que l'espèce chimique sera soluble dans le solvant. Alors, pour mener à bien une chromatographie, bon, vous avez la petite vidéo qui est fort bien faite ici, la vidéo de départ dans cet article-là, à partir de 3 minutes à peu près, vous avez la description des étapes à franchir pour réaliser une chromatographie.
Un mélange de solvant, un élément au fond d'un récipient. On place l'équivalent du morceau de sucre, c'est-à-dire soit un papier buvard de type buvard, soit un morceau de plastique sur lequel on a pulvérisé et collé de la silice, un minéral, et du coup on organise la montée par capillarité du solvant ou du mélange de solvant qu'on appelle l'élément dans le long, vers le haut de cette plaque. Alors, préalablement, on aura tracé une ligne de dépôt et on aura fait des dépôts sur la plaque, des dépôts des espèces chimiques, certaines que l'on veut tester, d'autres que l'on met en référence, et du coup, eh bien, on verra l'élément au passage, au moment où il entame sa capillarité, sa montée par capillarité, eh bien, il entraînera plus ou moins bien les espèces chimiques qui constituent les dépôts qui ont été faits. Du coup, la fin de l'utilisation d'une chromatose, c'est savoir l'analyser. Alors il y a une double lecture, il y a une lecture verticale. Quand vous voyez qu'un dépôt A n'a donné lieu qu'à une tâche, alors qu'un dépôt B a donné lieu à plusieurs tâches, eh bien vous pouvez déjà d'emblée dire que ici A n'est constitué a priori que d'une seule espèce chimique, donc il s'agit d'un corps pur, alors que B, visiblement, on voit bien, il s'est décomposé en plusieurs espèces chimiques dans l'élution, et donc on dira que B est un mélange. Alors, encore plus fort que cela, et c'est là où on en arrive à l'identification d'une partie du mélange B, eh bien, puisque, et là du coup ce n'est plus verticalement qu'on analyse la chromatose, mais horizontalement, puisque les deux tâches ici sont arrivées au même niveau, eh bien on va dire il s'agit de la même espèce chimique. Ça signifie donc que le mélange B contient deux espèces chimiques dont une est l'espèce chimique qui constituait A. Donc le dépôt A été fait en référence et B était la substance à identifier. Eh bien on a montré qu'il s'agissait d'un mélange et que ce mélange était entre autres constitué de l'espèce A. Voilà comment est-ce qu'on peut analyser une chromatographie, on appelle ça utiliser un chromatogramme.